Je vous remercie de m'avoir invité. Donc, le sujet de ma présentation d'aujourd'hui, c'est le texto, une pratique langagière distincte, au sens où se situe le texto dans le continuum oral-écrit? Donc, c'est la question qu'on va se poser. Donc, ma présentation est séparée en trois parties. Donc, je vais d'abord commencer par introduire le sujet des textos, puis regarder comment est-ce qu'on peut mesurer cette question-là, savoir si le texto est une pratique langagière distincte. Puis ensuite, je présenterai ma conclusion. Pourquoi est-ce qu'on voudrait étudier les textos en français? Le français est particulièrement intéressant parce qu'on a une si grande différence entre le français écrit et le français parlé. Donc, on peut vraiment voir où se situent les textos par rapport à l'un et l'autre. D'autre part, le français oral est vraiment bien documenté. On a de grands corpus, particulièrement en français québécois, de langue parlée qui nous montrent la variation sociale et la variation dialectale. Donc, tout ça nous permet d'étudier la variation, particulièrement dans les textos. Mon travail se base sur un corpus qui a été recueilli à l'Université de Montréal, qui est le corpus Texto for Science. Donc, c'est des gens comme Patrick Drouin, Annie Desnoyers, Philippe Langlais de l'Université de Montréal et plusieurs partenaires qui ont monté ce corpus. Les objectifs de ces chercheurs-là étaient, en fait, voulaient regarder, permettre une meilleure compréhension de l'utilisation de la langue, comparer cette variété de textos les textos québécois aux textos d'autres variétés de langues, puis aussi monter un corpus de référence pour les analyses linguistiques. Donc, quelques questions de recherche qu'on peut se poser par rapport aux textos. Qui texte? Qu'est-ce qu'on texte? Quand est-ce qu'on texte? Où est-ce qu'on texte? Pourquoi? Comment? Donc, je vais surtout m'intéresser au comment ici. Mais pour regarder un peu, pour vous donner une idée de ce que les gens textent, on peut regarder ici quelques exemples de textos comme « OK, nous, on vient de partir, là. Texte, appelle nos seuls s'il y a de quoi. Est-ce que prof de philo qui nous envoie des MIO quand j'en entends un? Grrr. Nous aussi, on t'aime fort, fort. Je m'en vais worker, je suis vraiment dead. Salut, tes Canadiens de Montréal font dur, ma grand-mère joue mieux qu'eux. Si j'étais toi, je passerais à la banque car je suis sûre de gagner ma prédiction 10-4. C'est quand que tu finis ta session pour qu'on aille clubber. Il demande si tu vas être là, je dis oui. À la fin, il dit que si tu n'es pas là, tu seras mandat, une vraie couronne. Donc, on a vraiment toutes sortes de contenus entre gens proches, mais aussi celui d'en haut, c'est plutôt lié au droit, donc lié au travail. Sur le comment, ce qu'on remarque beaucoup dans les textos, c'est l'utilisation de formes qui sont vues comme déviantes par rapport à la norme qui serait le français écrit. Puis ce qu'on remarque, c'est que les texteurs font preuve d'une très, très grande souplesse dans l'écriture. Les études antérieures qui ont porté sur le corpus ont surtout porté sur l'orthographe, la graphie, l'utilisation d'abréviations, par exemple, tellement, TLM pour tellement, graphie phonogrammique comme G ou T, phonétique comme quand, écrit K-A-N pour Q-A-N-D. On a beaucoup aussi d'anglicismes, donc il y a des études qui ont été faites sur les anglicismes, comme vous avez des exemples ici. Comme je vais puke tellement je suis fatiguée. On a puke, on a nice, check, un mot que je ne dirais pas. On a de l'alternance de code ici. Donc, par exemple, I'm home, I'll meet you there. Donc, toutes sortes de phénomènes. Ce qui est remarquable, c'est qu'il y a eu peu de recherches systématiques en morphosyntaxe. Donc, simplement pour faire un rappel des caractéristiques, donc, pour l'orthographe, on a beaucoup d'abréviations, de l'orthographe phonétique. En phonologie, beaucoup d'élisions, des prononciations associées au vernaculaire. Au niveau du lexique, des québécismes, des néologismes, des anglicismes.
En morphologie, donc beaucoup de formes associées à l'oral, puis on va en voir beaucoup plus aujourd'hui. En syntaxe, l'omission du « ne » qu'on a dans les formes négatives, des doubles complémentaires comme quand que, qui que. Au niveau du discours, beaucoup des points d'exclamation, des points de suspension, des marqueurs aussi en émergence. Prenons un texto comme ici. On peut voir « Ah, OK, merci. » Mais je checkais mon agenda, puis j'étais comme « Coudon, c'est quand qu'il va nous donner les autres livres? » Lol. Puis un bonhomme sourire. Donc, je vous ai mis ici la version normalisée. Qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Ben, MS, une abréviation pour mai. L'orthographe phonétique comme c'est quand, qui. Un anglicisme ici comme checkait. Un archaïsme comme pi pour puis. J'étais comme coudon, qui est une forme de rapport pour rapporter le discours direct maintenant qui est en émergence, qu'on retrouve beaucoup chez les jeunes. Donc, j'étais comme. Le coudon, qui est un québécisme ici, qui vient probablement des coups de donc. Le qui ici, le i, au lieu de il, qui est ici encore un archaïsme. D'autres exemples, je parlais par exemple des points d'exclamation ici, exclamation, interrogation pour marquer l'étonnement. Des ponctuants du discours, comme je suis toute mélangée là, le là ici qui vient ponctuer le discours. Non, mais je le voyais vraiment pas, je voulais tellement pas que ça se passe comme ça entre nous deux. On voit l'absence du « ne » ici, à deux endroits. Donc, on peut vraiment se poser la question, est-ce que, on a vu qu'il y a beaucoup d'écarts par rapport à l'écrit, on peut se poser la question, est-ce que c'est vraiment une pratique langagère distincte? Puis on va essayer de répondre à cette question-là de trois façons. D'une part, on va... Crystal 2011, en décrivant les textos, les messages textes, ce qu'il a dit, c'est que ces messages-là étaient vraiment sur le continuum oral-écrit, donc on va regarder si c'est vrai. Ensuite, on va regarder comment est-ce que les textos se comparent à la langue parlée, en comparant des corpus textos aux corpus oraux. Puis ensuite, on va faire de la comparaison de deux corpus de textos, des textos belges et des textos québécois. Donc, pour la question de l'hybridité, d'abord, commençons par voir comment est-ce qu'on peut caractériser les différences entre la langue écrite et la langue parlée. La langue écrite, elle est codifiée, la langue parlée, c'est non codifié. La langue écrite, c'est souvent unidirectionnelle. Dans le cas de la langue parlée, c'est bidirectionnel, c'est souvent des conversations. Peu de variations dans la langue écrite. L'oral est très variable. Donc, parlons de codification. On sait que le français écrit est très codifié. Cette codification-là remonte au 17e siècle. Il y a même des gens qui parlent de diglossie en français entre le français standard, qui est associé à l'écrit, qui est très codifié, qui est transmis par l'école, qui est acquis tardivement, justement, à l'école, à des degrés variables selon les compétences des locuteurs. Puis, ça s'oppose au français familier qui, lui, est associé à l'oral, qui est innovant, qui est parfois stigmatisé socialement, mais qui est acquis complètement en bas âge. Donc, au moment où on arrive à l'école, on maîtrise le français familier. Pour ce qui est de la variation, si on regarde la langue écrite, donc la langue écrite est très homogène, en peu de variations. Il y a peu de variations sociales. Les hommes, les femmes écrivent à peu près de la même façon, les jeunes, les vieux, peu importe aussi l'origine sociale, à scolarité égale, il n'y a pas tellement de différence. Il y a peu de différence dialectale aussi. Le français écrit est à peu près très uniforme dans la francophonie.
si on compare à la langue parlée, qui elle est très hétérogène, beaucoup de variations sociales en fonction de l'âge, du sexe, de la classe sociale, beaucoup de variations dialectales aussi, hein, dans la prononciation, dans le lexique, dans la grammaire. Donc, on peut se poser la question, mais où se situent les messages textes par rapport à ces caractéristiques-là? Par rapport à la question de la norme, hein, si on prend notre même message ici, on peut remarquer que dans les messages textes, on ne respecte pas la norme. Hein, je checkais, normalement, ça devrait être avec un S. J'étais comme j'étais devrait être avec un S aussi. Qui va nous donner, ça devrait être ER. Les autres livres, hein, pas de S à autre, pas de S à livre. Un autre message ici, as-tu checké? Là, ici, on va avoir ER au lieu du E. Il y a aussi, donc non seulement on ne respecte pas la norme, mais même parfois, il y a l'air de ne pas y avoir de norme. Dans une étude que j'ai faite avec Hélène Blondeau et Patrick Douin, on a regardé toutes les formes d'écrire chez nous dans les textos. Puis en fait, on en a trouvé, il y a beaucoup de chez nous écrits en orthographe standard, qui était quand même la majorité. Mais sur 48, il y en avait 25 chez nous, puis on avait quand même 23 autres formes qui étaient non standards. Donc, chez nous, NS, nous, NOU, parfois avec un trait d'union, chez avec un X, écrit avec un accent, chanou, chan, che. Donc, vraiment, une grande variété. Il n'y a pas l'air d'avoir vraiment de normes ici. Par rapport à la directionnalité aussi, les textos sont des conversations informelles. Hein, donc, c'est vraiment des échanges entre proches, que ce soit de la famille, des amis. Des exemples ici, par exemple, « Bon matin, le café est prêt, à tantôt. » Good morning, il fait très beau ce matin, on devrait avoir encore une autre belle journée. Moi, je me couche, bonne nuit. L'heure du dodo a sonné pour moi, bonne nuit. Demain matin, tu me calls quand tu te wake up, bonne nuit. Donc, ces échanges-là, ce n'est pas le genre de message qu'on envoie à son patron. Hein? Ce n'est pas des échanges qu'on fait avec un professeur, par exemple. Quand on souhaite bonne nuit à quelqu'un avant de se coucher, c'est vraiment quelque chose d'intime. C'est vraiment entre amis, au sein de la famille. Un autre exemple ici de conversation informelle, ça, ce n'est pas un message texte, c'est sur Messenger, mais en fait, c'est une amie à moi qui m'écrivait, on prend un cours d'apnée ensemble. Donc, « Allô, comment a été le cours d'apnée hier? Je peux peut-être y aller ce soir, m'a dit Félix, à qui j'ai écrit hier. Est-ce que ça vaut la peine? Si oui, puis-je emprunter ton gros char? » Donc, puis-je, une forme très associée à l'écrit, mais... Oups! Excusez. Ton gros char qui est vraiment associé à l'oral, puis ce qui est spécial ici, c'est cette juxtaposition de forme associée à l'écrit, très formelle, puis une forme qui est associée à l'oral. Je pourrais aussi essayer les lunettes pour voir s'ils me font. Hein, le « il » ici qui se rapporte à lunettes. Normalement, à l'écrit, ça serait « si elles me font », mais à l'oral, on va passe-moi tes lunettes. Je pourrais essayer les lunettes pour voir s'ils me font. Hein, à l'oral, on va avoir une neutralisation du pronom. Donc, vraiment, des marques, des conversations informelles. Ici, j'ai manqué le cours mardi, j'ai fait de l'apnée dans ma piscine, faisait trop chaud. Ici, on marque l'absence de l'impersonnel. D'ailleurs, il faudrait que je récupère ceux qui sont chez toi, encore l'absence de l'impersonnel. Beaucoup de variations aussi dans les textos. J'en ai mis plusieurs ici. Je ne sais pas si vous êtes capable d'identifier les textos qui seraient écrits par des jeunes ou par des vieux. Le premier, est-ce que c'est jeune ou vieux? Jeune. Le deuxième?
Jeune. Le troisième? Plus vieux. Le quatrième? Jeune. Le cinquième? Jeune. L'avant-dernier? Vieux. Puis le dernier? Ah, c'était vraiment ça. Qu'est-ce qui nous indique que c'est jeune? On regarde ici, en fait, j'avais choisi des exemples avec des anglicismes. C'est des anglicismes de jeunes. J'étais down, être chill, une autre faire. C'est pas quelque chose que quelqu'un de mon âge va dire normalement, même si je peux utiliser des anglicismes, ce ne sera pas ces anglicismes-là que je vais utiliser. Donc, on voit beaucoup de variations sociales dans les textos. De la variation dialectale aussi. Donc ça ici, c'est un texto belge. Êtes-vous capable de le lire? C'est vraiment très, très, très différent. Donc, voilà, c'est fait maintenant. Va me connecter sur MSN pour qu'il se déconnecte et il ne saura plus se reconnecter. Vengeance, je t'expliquerai demain. Donc, on remarque le V pour V. Ça ne pourrait pas marcher en français québécois. C'est ou bien on va dire « je vais », puis à ce moment-là, on ne peut pas l'écrire V, ou bien on va dire « je vais », mais encore là, ça ne s'écrirait pas V. Demain aussi, nous, on ne pourrait pas... Cette chose-là, ça se prononcerait deux mains. Ça ne correspond pas à demain, donc c'est particulier. Ici, je t'expliquerai. Nous, on ne pourrait pas dire aussi écrire « je t'expliquerai »,« expliquerai », parce qu'on fait toujours en français québécois. Donc, on fait toujours l'opposition des nasales, un, puis on a toujours l'opposition et est en français. Donc, c'est vraiment caractéristique ici du français de Belgique par rapport au nôtre. Il y a aussi le « il saura se reconnecter » qui est un belgicisme aussi, qui veut dire pouvoir. Donc, quand on regarde tout ça, on peut se poser la question, est-ce qu'ils sont vraiment hybrides, les textos? Si on regarde par rapport à la codification, l'écrit codifié, l'oral non, les textos, ce n'est pas codifié. L'écrit est surtout unidirectionnel, l'oral bidirectionnel. Les textos, c'est vraiment des conversations. Beaucoup de variations sociales, comme à l'oral. Variations dialectales aussi, comme à l'oral. Donc, est-ce qu'ils sont hybrides, les textos? Pas vraiment. Les textos, ça ressemble beaucoup plus à une transposition de l'oral. Maintenant, c'est une chose de dire que les textos, ça ressemble à de l'oral, mais dans quelle mesure est-ce que ça représente l'oral? Comment est-ce qu'on peut mesurer l'oralité des textos? Bien, pour mesurer l'oralité des textos, ça nous prend une approche quantitative. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour passer du qualitatif, ce qu'on vient de faire en parlant de codification, puis de normes et de directionnalité, pour passer au quantitatif, ce qu'on va faire, c'est qu'on va adopter une approche comparative. On va comparer des corpus oraux et des corpus textos, et on va comparer des corpus textos entre eux. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une approche variationniste. Donc, on va regarder l'usage variable dans les corpus oraux, puis on va comparer ça à l'usage variable attesté dans les textos. Donc, pour mesurer ça, on va considérer quatre variables qui ont été choisies pour justement pouvoir mesurer l'oralité des textos. Ça nous prenait des variables où on avait vraiment des usages différents à l'oral et à l'écrit. Ça prenait aussi des formes assez neutres, peu stigmatisées. Il fallait aussi qu'il y ait des études quantitatives existantes pour pouvoir comparer avec les corpus oraux.
On a choisi ici des variables morphosyntaxiques. Puis on a regardé aussi différents types de variables, plus stables ou en changement. Donc, les 4 variables qu'on a choisies, la première, c'est le « nous » par rapport à « on », comme première personne, comme sujet première personne du pluriel. Donc, l'alternance entre « ben moi puis mon mari, on a gagné la course ». Donc, le « on » comme pronom sujet, première personne du pluriel. Alors, c'est évident que nous n'avons pas l'accent, donc le « nous » comme pronom sujet. La forme qui est utilisée à l'écrit, c'est le « nous ». Donc, normalement, on n'aura pas de « on » à l'écrit, ou beaucoup moins. Deuxième variable, c'est l'alternance entre « nous, vous, eux » et « nous autres, vous autres, eux autres ». Donc, en français québécois parlé, on utilise beaucoup « nous autres », comme « nous autres, on va aller au cinéma »,« viens avec nous autres ». Donc, ça ne sert pas à marquer le contraste comme ça peut le faire en français standard. Nous, c'est plutôt une forme par défaut. Donc, nous autres, il faut qu'on compose avec ça, détourner comme on en fait tous les jours, nous. Donc, c'est des contextes où on pourrait avoir soit nous autres, soit nous. Mais à l'écrit, ça serait toujours la forme simple. On n'écrira jamais détourner comme on en fait tous les jours, nous autres. Alors qu'à l'oral, on peut très bien le dire. Ensuite, on va regarder les pronoms impersonnels. Donc, on a vu tantôt qu'on pouvait avoir l'omission du pronom impersonnel à l'oral. Dans les textos, donc c'est une caractéristique de l'oral. Donc, on peut dire faut que tu en gardes pour demain, c'est l'Halloween, donc sans le « il », ou bien on peut dire « il ne faut pas que tu les reprennes », qui est notre forme associée à l'écrit. Puis notre 4e variable, sur laquelle je vais parler plus longuement, c'est la référence temporelle au futur. Donc, on peut faire référence au futur de 3 façons, soit en utilisant un présent, « demain, je m'entraîne à 9 heures », soit le futur analytique, je vais m'entraîner à 9 heures, ou le futur synthétique, demain, je ne m'entraînerai pas à 9 heures. Donc, ce qui est associé à l'écrit, c'est le futur synthétique. Qu'est-ce qu'on sait de ces variations-là? Bien, l'alternance nous-on, à l'oral, il y a peu de variations. Toutes les études qui ont été faites sur l'alternance nous ont montré que le « on » était vraiment la forme privilégiée à l'oral. C'était utilisé de façon presque systématique. À l'écrit, en revanche, on va avoir « nous » comme forme privilégiée, puis c'est vraiment seulement dans certains contextes qu'on va retrouver le « on », des contextes informels. Pour ce qui est de « nous », « nous autres », à l'oral, il y a beaucoup de variations. La scolarité est souvent un facteur déterminant, mais on peut avoir « nous », « nous autres ». À l'écrit, peu de variations. « Nous » va être la forme privilégiée. Alternance entre rien puis le « il » impersonnel. À l'oral, il y a beaucoup de variations. C'est quelque chose qui a peu été documenté, mais j'ai une étudiante au doctorat, Claire Jewicki-Dunstop, qui fait justement un examen de synthèse sur le sujet, donc ça m'a permis d'avoir des données sur ce qui se passe dans les corpus oraux. À l'écrit, il n'y a pas de variation, on a toujours notre « il » impersonnel. Finalement, pour l'alternance liée à la référence temporelle au futur, c'est quelque chose qui a été beaucoup étudié dans les corpus oraux. À l'oral, il y a beaucoup de variations. En français canadien, laurentien, français canadien, le futur analytique est très fréquent. Le futur synthétique est restreint au contexte négatif. Le présent est vraiment rare dans les contextes d'entrevue. Donc, il y avait vraiment très souvent, ça n'a pas été analysé parce que, justement, c'était si rare. À l'écrit, peu de variations. On va utiliser, une erreur, le futur synthétique. Donc, et non pas le futur analytique. Qu'en est-il des textos? Nos prédictions. Bien, si les textos reflètent l'écrit, on devrait avoir « nous » comme critique sujet. On devrait avoir un usage catégorique de « nous »,« vous » et « eux ». On devrait toujours avoir notre « il » impersonnel.
et on devrait avoir du futur synthétique, ce qu'on appelle le futur simple. En revanche, si les textos reflètent l'oral, on devrait avoir on comme critique sujet, la variation entre nous, vous, eux et nous autres, vous autres, eux autres. On devrait avoir l'omission du il impersonnel et retrouver beaucoup de futurs analytiques. En fait, si on regarde l'alternance ou nous dans les textos, on retrouve les deux. Donc, vous avez ici « Salut, sais-tu quoi? » On vient d'assister collectivement à un miracle, la victoire des Canadiens de Montréal en 7 contre les Capitals de Washington. Go, Habs, go! Yes, sir, sais-tu quoi? Je prédis que nous sommes à 40 minutes de jeu du deuxième miracle après les Capitals d'élimination des Pingouins par les Habs. Go, Habs, go! Donc, on vient, nous sommes. Mais si on fait une étude quantitative, on a regardé ça justement dans l'article que je citais avec Hélène Blondeau puis Patrick Douin, puis on s'est rendu compte qu'en fait, dans les textos, on avait 96 de « on » et seulement 4 de « nous » sujets. Ça se compare vraiment au corpus oraux. Dans les corpus oraux, ce que les gens ont noté, c'est qu'il y avait 99 de « on » et seulement 1 de « nous ». Donc, il y a vraiment... Si on regarde l'alternance nous-on, les textos ont l'air vraiment de se comporter comme de l'oral. Donc, les textos reflètent l'oral. On est la forme privilégiée. On a quand même un usage non négligeable de nous. Normalement, dans les corpus oraux, c'est 1 Nous, on a trouvé 4 La différence, ça c'est beaucoup lié au contexte. Par exemple, quand il y avait des textos qui étaient liés au travail, on voyait clairement que c'était des échanges liés au travail. Là, on avait le « nous ». Parfois aussi, c'était pour donner du style ou pour philosopher. Donc, c'était vraiment le contexte. Puis aussi, on avait quand même un effet de la scolarité. Donc, les gens plus scolarisés étaient ceux qui utilisaient le « nous ». Mais tout de même, c'est remarquable comment, le pourcentage de 96 de « on » qu'on peut retrouver dans les textos. La deuxième variable, en fait, sur l'alternance « nous, nous autres », on a trouvé seulement un « nous autres » dans tout notre corpus, qui est celui-là. « OK, sexy, dommage pour nous autres, à la prochaine ». C'est très différent dans les corpus oraux, ce qu'on avait remarqué, c'est 71 de formes complexes du type « nous autres », alors que dans nos textos à nous, on a 99 de formes simples. On ne s'attendait pas à ça. Donc, dans le cas pour cette alternance-là, les textos ont l'air de refléter l'écrit, hein, la forme simple et la forme privilégiée. On peut se poser la question, pourquoi est-ce qu'il y a vraiment cette différence-là entre nos deux types de variables? Quand on a le on-nous, c'est un reflet de l'écrit, de l'oral, alors que quand on a la variable nous, nous autres, on a plutôt un reflet de l'écrit. Donc, il y a deux hypothèses qu'on pourrait formuler, soit que les gens choisissent le « nous » parce que c'est plus facile à écrire, c'est plus simple. Mais c'est une hypothèse qu'on a rejetée parce qu'en fait, les gens font de très, très longs textos, puis souvent, ils vont redoubler, ils vont dire des choses comme « nous autres, on », ou plutôt pas « nous autres », mais « nous, on ». Donc, ça n'a pas l'air d'être quelque chose que les gens utilisent, d'être un critère vraiment. C'est peut-être plutôt lié au changement en cours. Ce que Hélène Blondeau a remarqué dans sa thèse de doctorat, c'est qu'en fait, on a une augmentation de l'utilisation des pronoms simples en français québécois. Donc, peut-être que ça, en fait, l'utilisation des pronoms simples qu'on retrouve dans nos textos, c'est un reflet de ce changement en cours qu'on observe dans la communauté. Troisième variable, il faut. Donc, en fait, on a trois façons, on l'a retrouvé sous trois formes, soit faux tout seul,
soit on avait IFO, ici ça se retrouve sous forme de faute d'orthographe, qu'IFO au lieu de que apostrophe IFO, ou bien le il. Quand on compare avec les corpus oraux, donc dans les textos, le pronom va être absent dans 87 % des cas. Alors, dans les corpus oraux, c'est un peu moins, 68 %, mais ça ressemble quand même beaucoup plus aux corpus oraux. Donc, si on regarde le résultat de ces trois variables, les textos ont l'air de se comporter beaucoup plus comme de l'oral que comme de l'écrit. Finalement, notre quatrième variable, on va l'étudier en comparant les textos québécois et belges. Donc, il y a trois. Notre variable, c'est donc la référence temporelle au futur, soit le futur synthétique, le futur analytique ou le présent. Pourquoi est-ce qu'on veut étudier ces variantes-là dans les textos? D'abord parce que c'est quelque chose qui est très, très fréquent. On utilise des messages textes pour faire de la planification. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de futurs, donc ça nous donne assez de données pour pouvoir faire des analyses quantitatives fines. C'est intéressant aussi parce que dans les textos, on a beaucoup, beaucoup de présents. J'ai mentionné tantôt qu'il y avait peu de présents pour indiquer le futur dans les entrevues semi-dirigées, mais nous, dans nos textos, on en a trouvé vraiment beaucoup. Puis une troisième raison, c'est qu'on l'a vu tantôt, il y a beaucoup de variations dialectales. Je vais sauter ça pour pouvoir arriver dans mon temps. Donc, si les textos sont des conversations informelles, on prédit qu'on devrait avoir, au niveau de la distribution, donc beaucoup plus de présents futuristiques, donc utilisation de présent, qu'on devrait avoir beaucoup plus de futurs analytiques au Québec. Pour les facteurs sociaux, donc on s'attend à avoir un effet de la communauté, donc de voir une différence entre les textos belges et les textos québécois, puis de voir le futur analytique beaucoup plus fréquent au Québec. Puis pour les facteurs linguistiques, on s'attend à ce que la variation soit contrainte par les mêmes facteurs que l'oral. Donc, question de recherche qu'on peut se poser, quelle est la relation entre les trois variantes, puis comment va s'exprimer la variation dialectale? Pour répondre à la première question, on peut voir la variation entre le présent, futur synthétique, futur analytique comme étant la variation entre trois variantes morphologiques, qui n'est pas l'approche qu'on va avoir ici. Ce qu'on va plutôt faire, c'est en fait comparer deux choses. Le présent, où là, on n'a pas vraiment de marque de futur, avec les textos où on a un futur manifeste, puis à l'intérieur des futurs manifestes, on va faire la distinction entre le futur synthétique et le futur analytique. Donc, on va traiter le présent plutôt que le futur, qu'il soit analytique ou synthétique, comme étant des variables discursives, puis la différence entre futur synthétique et analytique comme étant des variantes morphologiques. Ces deux types d'hypothèses, si on traite les trois présents, futur synthétique, futur analytique, comme étant trois variables morphologiques, ça fait la prédiction qu'on devrait avoir de la variation dialectale dans tous les cas, donc avoir des taux différents, des grammaires différentes. Tandis que si on sépare vraiment les deux types, les deux contextes, on fait la prédiction que dans le cas du présent plutôt que le futur, c'est vraiment des facteurs discursifs qui vont déterminer le choix du présent plutôt que de marquer le futur. À ce moment-là, on s'attendrait à ce qu'il n'y ait pas de variation dialectale dans ces textos-là, puis que les grammaires soient semblables. Tandis que, en revanche, pour le choix entre futur synthétique et futur analytique, là, on s'attend à observer de la variation, donc des taux différents, des grammaires différentes. Donc, le corpus qu'on a utilisé, c'est le corpus Texto for Science dont j'ai parlé déjà, qui est un corpus québécois. Pour la Belgique, on a donc utilisé le pendant de ce corpus-là qui a été fait en Belgique. On a extrait à peu près le même nombre de textos, 1326 textos qui contenaient une référence au futur.
dans le corpus québécois, 1274 textos dans le corpus belge. Peut-être montrer des exemples donc, de futurs synthétiques ici en français, dans les textos québécois. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a vu tantôt, donc synthétique, analytique, puis on a du présent. Dans le cas des textos belges, on a aussi donc, du futur synthétique. Ils verront Vem connecter Tuvokant cet après-midi sur l'ordi, donc du présent. Les facteurs qu'on a regardés sont ceux-ci. Donc, les facteurs extralinguistiques, on a regardé la communauté, donc la différence entre Québec et Belgique. Le genre, on a regardé le sexe, donc le sexe, femme, homme ou non déclaré. Pour le facteur linguistique, on a pris ceux qui avaient été identifiés comme étant significatifs dans les corpus oraux, polarité. J'ai dit tantôt que le futur simple était favorisé par le contexte négatif. La distance temporelle, est-ce que si un événement est situé dans le temps, plus ou moins loin dans le temps, on va avoir tendance à utiliser le futur simple ou le futur proche, ou le futur analytique. Type de verbe, spécification adverbiale. Quelque chose qui s'appelle la contingence. Donc, si on avait un système enchâssé sous un si ou sous quand. On a fait des statistiques avec le logiciel Goldverb, qui est un logiciel qui permet de faire des analyses multivariées. Donc, on va commencer. Si on regarde notre premier contexte, les deux variantes discursives, donc le présent plutôt que le futur morphologique, on va regarder si on a un effet de communauté sur l'utilisation, sur le choix du présent plutôt qu'une marque de futur, que ce soit le futur simple ou le futur analytique. Puis ce qu'on remarque ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas vraiment de différence. Puis la différence entre 48 ou 46 %, c'est jugé non significatif par le logiciel. Si on regarde le genre aussi, ça a été non significatif. Donc, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Donc, on voit ici, c'est une autre façon de représenter les mêmes données. Il n'y a pas de différence dans l'utilisation du présent au Québec et en Belgique. Donc, on regarde les prédictions qu'on faisait. On faisait la prédiction qu'il n'y aurait pas de variation dialectale puis qu'on aurait des taux semblables. Donc, on peut se poser la question, est-ce qu'on va avoir des grammaires semblables? Puis les facteurs linguistiques qu'on a regardés, c'est justement présence d'un indicateur temporel, donc un adverbe, la distance, contingence, polarité, le type de verbe. Distance temporelle, polarité, c'était non significatif, donc ça n'avait pas d'impact. Je vais quand même prendre le temps d'expliquer ça, puis ensuite je pourrais aller plus rapidement sur les autres tableaux. On a regardé, par exemple, est-ce que la présence d'un adverbe joue un rôle dans le choix du présent plutôt que du futur. Puis en fait, ce qu'on voit ici, c'est que sur les 1326 occurrences qu'on avait, donc forme utilisée pour faire référence au futur, ici vous avez le pourcentage dans cette colonne, ici vous avez le nombre. Bien, dans 65 % des cas et 63 % des cas, il y avait donc une présence d'un adverbe. Puis quand il n'y avait pas d'adverbe, donc il y avait 28 % de présent. Donc ce que ça montre, c'est qu'en fait, le présent va servir à faire référence au futur seulement quand il y a un adverbe qui est présent. Ce qui a un certain sens, parce que si je dis « je vais au magasin », on l'interprète comme un présent, mais si je dis « je vais au magasin demain », bien, mon demain, c'est ce qui permet de situer ma phrase, mon énoncé dans le futur.
Donc, ce que ça montre ici, c'est que la présence d'un adverbe va favoriser l'utilisation du présent, alors que l'absence d'adverbe donc, va défavoriser le présent. Je vais sauter les poids de facteurs. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, ça c'était le corpus québécois. Si on regarde en Belgique, on avait 28 % ici au Québec, on a 24 % en Belgique, donc c'est exactement le même phénomène qu'on retrouve entre les deux communautés. Donc, si on regarde ici, on a regardé de façon générale tous nos facteurs, puis on s'est rendu compte qu'en fait, c'était les mêmes facteurs qui étaient non significatifs, puis les mêmes facteurs qui étaient significatifs dans des proportions relativement semblables. Donc, quand on regarde l'utilisation du présent plutôt que le futur, ça nous montre vraiment que les textos belges sont comme les textos québécois. Donc, par rapport ici, ça nous montre qu'on a vraiment des grammaires semblables. On va regarder maintenant notre deuxième contexte, où lorsqu'on veut regarder, c'est ici le choix entre le futur analytique et le futur synthétique. Puis là, on avait fait la prédiction qu'on aurait des taux différents, des grammaires différentes. Je vais vous montrer ici. Donc, vous vous souvenez, tantôt, on avait vraiment des taux d'utilisation du présent qui étaient semblables dans les deux communautés. Ce qu'on remarque ici, c'est qu'on a vraiment une différence. Le gris représente le synthétique, le jaune, le futur analytique. Mais ce qu'on remarque, c'est qu'on a beaucoup plus de futur analytique dans le corpus québécois et beaucoup plus de futur synthétique dans le corpus belge. Donc, on avait la prédiction qu'on aurait des taux différents, puis c'est ce qu'on a aussi. On faisait aussi la prédiction qu'on aurait des grammaires différentes, puis là, je vais sauter tout de suite à ma conclusion. Quand on regarde le résultat pour le choix du futur synthétique plutôt que le futur analytique, on se rend compte que la polarité, c'est très significatif au Québec, c'est non significatif en Belgique. La présence d'un adverbe, c'est non significatif au Québec, c'est significatif en Belgique. Le type de verbe, les deux sont significatifs, mais ici, ça l'est beaucoup moins qu'en Belgique. Puis ensuite, pour la distance temporelle, la contingence, ça, c'était semblable. Mais il y a assez de différence entre les deux grammaires pour nous amener à dire qu'en fait, il y a vraiment une différence entre la Belgique et le Québec par rapport au choix du futur synthétique plutôt que le futur analytique. Donc, pour le choix du futur synthétique plutôt que le futur analytique, on faisait la prédiction qu'on aurait des taux différents et des grammaires différentes. Et c'est ce qu'on a. Donc, pas de variation dialectale dans le choix du présent plutôt que le futur, mais variation dialectale dans le choix du futur synthétique plutôt que le futur analytique. Donc, si on retourne à nos prédictions du départ, si les textos sont des conversations informelles, on prédit qu'on aurait plus de présent futuristique dans les textos, c'est oui. Qu'on aurait plus de futur analytique en français québécois, ça aussi c'est vrai, ça s'est avéré. Pour ce qui est des facteurs sociaux, on avait fait la prédiction d'un effet de communauté, puis on l'a vu, le futur analytique beaucoup plus présent, beaucoup plus fréquent au Québec. Puis on s'attendait à ce que les facteurs linguistiques, pour ce qui est des facteurs linguistiques, la variation soit contrainte par les mêmes facteurs que l'oral. Puis on a vu que c'était le même genre de facteurs qui étaient en jeu, que ce soit dans les textos belges ou dans les textos québécois. Donc, pour conclure, on se posait la question, est-ce que les textos sont une pratique langagère distincte? Donc, on a essayé de répondre à cette question-là de trois façons, en se posant la question, où est-ce qu'on se situe par rapport au continuum oral-écrit? Où se situent les textos par rapport aux corpus oraux? Puis qu'est-ce que la comparaison de corpus textaux entre eux peut nous indiquer?
La question de l'hybridité, donc, est-ce que les textos sont vraiment des formes hybrides? Donc, notre réponse, c'est non. Les textos, ça ressemble vraiment à de l'oral. On s'est servi de critères qualitatifs comme le fait que ça soit non codifié, que ça soit bidirectionnel, qu'il y ait beaucoup de variations sociales, de variations dialectales. Quand on a comparé les textos aux corpus oraux, on s'est rendu compte, en fait, que les textos, encore là, ressemblaient beaucoup plus à l'oral. C'était vrai particulièrement pour le on-nous et le il faut, qui était souvent réalisé faux. Ensuite, on a regardé le futur morphologique dans les textos. Puis, ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, les textos ressemblent beaucoup à l'oral. Les taux qu'on a dans les textos ressemblent beaucoup aux taux qu'on peut avoir dans les corpus oraux. C'est les mêmes contraintes que l'oral, puis on avait vraiment de la variation dialectale. La dernière chose, c'est que quand on regarde l'utilisation du présent futuristique dans les textos, ça nous montre vraiment que les textos sont des conversations, parce que les taux qu'on retrouve dans les textos, c'est vraiment les taux qu'on retrouve dans des conversations. Je vais terminer avec cette dernière diapo-là. Quand on regarde dans les textos, on a trouvé dans les messages textes qu'on avait 47,5 % de futurs utilisés dans nos messages textes. Dans des analyses de conversation qui ont été faites en France, les gens ont trouvé 37 %. Si on regarde avec les entrevues semi-dirigées, ce qui a été rapporté, c'est des taux comme 7 %, 9 %. Donc, les taux de présent qu'on a dans les messages textes les mettent vraiment en parallèle avec des conversations naturelles et ne les mettent pas du tout du type comme les corpus, les entrevues semi-dirigées. Donc, est-ce que les textos sont une pratique langagière distincte? Non. Les textos sont vraiment une transposition de l'oral. Puis on peut le voir en comparant avec l'écrit, avec les corpus oraux, puis avec d'autres corpus textos, conserve de critères qualitatifs ou conserve de critères quantitatifs. On en arrive toujours à cette même conclusion. Merci. Merci beaucoup. J'ai beaucoup. essayé de sauter. Je vais, comme toujours, vous apporter le micro. Je vous prie de vous identifier lorsque vous posez vos questions et de parler fort pour que ce soit bien transmis. Donc, c'est à vous de poser vos questions à Mme Tremblay. Je sais que vous textez tous, hein, surtout dans mes cours, alors, pas surtout dans mes cours, mais je vous vois parfois, alors... Bonjour, mon nom est Émilie. J'ai une toute petite question. Dans les diapos au début, vous avez parlé de marqueurs en émergence quand vous avez parlé de la ponctuation. C'est quoi ça? Quand je parle marqueur de discours, c'était la forme j'étais comme marqueur de discours, par exemple. Quand je prends l'ascenseur à mon université, puis je suis avec des jeunes, dans l'ascenseur, les jeunes vont toujours dire des choses comme... Ils vont se raconter ce qui s'est passé. Puis là, ils vont dire, j'étais comme, viens, puis là, lui était comme, j'irai pas. Puis... Donc, c'est cette forme-là qu'on retrouve, qui est caractéristique de l'oral, mais des jeunes, que des gens comme moi n'utilisent pas encore. Peut-être que ça va venir. Oui, bonjour, mon nom est Samuel. J'avais une question qui dépassait peut-être le cadre de ce que vous avez fait. Je serais curieux de savoir, là, est-ce que, votre conclusion, d'après ce que je comprends, c'est que le texto est une transposition de l'oral. Est-ce que, je me demande si dans les pratiques, dans le parler oral des gens qui textent beaucoup, ou qui sont dans le corpus, ou selon les variables que vous avez identifiées, l'âge en particulier, je pense, est-ce que dans leur pratique orale,
il y a une influence des textos ou est-ce que l'effet inverse, d'une certaine façon, est observable ou je comprends que ce n'est pas quelque chose que vous avez étudié, peut-être que je me trompe. Ouais. Mais voilà. Ben, on ne s'attend pas à ce qu'il y ait une influence, mais il y en a peut-être. Hein, par exemple, si quelqu'un va dire LOL, par exemple. Donc, il y a certaines choses qui entrent dans la langue parlée, mais qui viennent de la langue des textos. Mais c'est plutôt toujours. La directionnalité, c'est vraiment qu'on part de l'oral vers le texto. Ouais. Bonjour, mon nom est Caroline. J'avais 2 petites questions. La première, peut-être que vous l'avez mentionné. En fait, c'est à propos du corpus que vous avez utilisé. Je me demandais, j'ai probablement la réponse déjà à ma question, mais je veux seulement avoir votre validité. Les textos que le corpus a pris, Texto for Science, il y en avait 1300 quelques. Comment ils ont fait pour récolter, pour recueillir ces textos-là? Les gens, en fait, les textos, au moment qu'ils ont été écrits, les gens ne savaient pas que ça allait servir à des corpus. Donc, il n'y avait vraiment pas la... Je veux dire, c'était complètement réel comme écriture, pas influencé par le contexte que ça allait servir plus tard à une étude. En fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une grande campagne « Faites don de vos textos à la science ». Donc, ce que les gens faisaient, c'est qu'ils pouvaient envoyer leurs textos au projet. Donc, ils donnaient de l'information de type socio-démographique là, sur leur sexe, l'âge. Mais ensuite, ils pouvaient envoyer leurs textos. C'est vraiment sur une base volontaire. Donc, C'est bon. Puis ma deuxième question, en fait, c'est que je me questionne sur l'évolution de cette langue du texto. Tu sais, je me demande, dans les tout débuts, quand Internet a sorti, quand les cellulaires, en fait, ont sorti, puis que les textos ont sorti et tout, j'imagine que c'est pas du tout la même chose que ce qu'on trouve aujourd'hui. Je sais que la langue orale évolue, elle aussi, mais je me demande... Pensez-vous qu'elle évolue au même point que la vraie langue orale parlée? Mettons, si on pense à il y a 10 ans, puis dans 20 ans. C'est vraiment comme hypothétique, là, comme ma question. La langue orale évolue, mais pas si rapidement que ça. Tout de même, ces textos-là datent de 2009-2010, avant les correcteurs d'orthographe. Donc, c'est certain que maintenant, il y aurait plus de corrections. Donc, on aurait moins de variations orthographiques. En revanche, je pense que pour ce qui est des variables morphosyntaxiques, ça resterait, par exemple, justement, le futur plutôt que le futur synthétique. Le présent, futur analytique, futur synthétique, ça, on pourrait toujours l'étudier. Sinon, je pense qu'il doit y avoir vraiment une influence des correcteurs sur le texto. En fait, dans l'exemple de Messenger que j'avais, ça, c'est un exemple récent. C'était quelqu'un... Le correcteur, dans ce message-là, il avait mis taper... Il voulait mettre please, puis le correcteur avait remplacé ça par pleine, puis ensuite, elle avait corrigé en me disant please. Donc, c'est... Bonjour, je vais vous poser une question au nom d'un auditeur libre, donc Fawaz Saya, qui nous écrit en tant qu'un Béninois qui réside à Port-au-Prince. Donc, il nous dit premièrement bonjour, merci pour votre présentation. Pensez-vous que la pratique des textos influence négativement la maîtrise du français, du point de vue de la grammaire, de la syntaxe et aussi de l'orthographe? C'est vraiment deux choses séparées. Il y a le français standard qui est lié au français écrit, qui est ce qu'on apprend à l'école, puis on a notre français familier. Les textos sont vraiment à mettre en parallèle avec le français familier. Ça ne se veut pas du tout du même registre. Donc, je pense que ça demeure séparé. Puis, je ne pense pas que ça puisse avoir une influence négative ou positive. C'est vraiment... on est comme quand je parlais au début j'en ai pas vraiment parlé, mais on a une situation de diglossie en français. Notre français écrit est comme une langue à part, puis on a notre français familier.
les textos font partie du français familier. Donc, c'est assez séparé, puis je ne serais pas trop inquiète à ce niveau-là. Bonjour, moi je suis Joanie. En fait, j'ai une petite question par rapport un peu à ce que vous avez montré au départ. Bien, au début, en fait, il y avait des textos qui venaient de jeunes et de personnes plus âgées. Puis là, vous disiez qu'entre autres, on pouvait repérer les textos qui venaient de personnes plus jeunes par les anglicismes. Puis, je me demandais si on pouvait aussi différencier un peu les textos venant des jeunes et des personnes plus vieilles par justement cette association-là au continuum écrit ou continuum oral, s'il y en avait un qui était plus apparenté à l'un plutôt qu'à l'autre. Comme les jeunes, est-ce que c'est plus en fonction du français oral, alors que les vieux, plus en fonction du français écrit? Est-ce qu'il y a d'autres choses, en fait, que les anglicismes qui pourraient déterminer si ça vient... oui. Oui, je pense que vous avez raison que les vieux vont être un peu plus conservateurs dans leur façon d'écrire, vont rester plus proches du français standard, alors que les jeunes... c'est vraiment eux qui sont des texteurs natifs, donc qui maîtrisent cette nouvelle variété-là. Donc, je pense qu'on s'attend à voir. Donc, là, j'ai pris les anglicismes, c'était pour montrer un choix de vocabulaire, mais ça se révèle dans toutes sortes d'expressions. Le « j'étais comme » dont on parlait tantôt, ça, c'est pas quelque chose que moi, je pourrais texter, peu importe la façon dont je texte, je le dirai jamais. Donc, c'est très marqué aussi en fonction... Ça reflète vraiment la façon de parler des jeunes, puis mais aussi, les vieux ont quand même un rapport à la norme qui est qui respecte, les vieux vont respecter un peu plus le français, les règles du français écrit. Non, mais... Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Est-ce que le projet est terminé ou est-ce que ça continue? La collecte est terminée depuis un bout de temps. Donc là, maintenant, il y a des gens comme moi qui exploitent ces données-là. Mais les deux corpus, celui en Belgique aussi, est terminé. Mais je pense qu'il y a peut-être encore des collectes dans d'autres communautés, parce que c'était en fait un très, très grand projet. Et le texte de 2017, il est paru maintenant? J'aurais hâte. Le texte 2017 avec Emmanuel et Hélène? Non, on est en train... Ça, c'est notre présentation. On est en train de l'écrire. OK. Parce que sinon, j'aurais voulu le lire. Oui, on devrait avoir ça. Bon, je vais devoir me patienter, alors. Peut-être un cadeau de Noël. Ah.